bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Karine pour la soirée la plus high-tech de la librairie. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour une soirée autour du livre de Kenneth Bernard, extrait des archives du district. Donc en présence de Laurent Kleutzer, qui est un auteur qu'on aime beaucoup ici et qui va nous parler du livre. Et ensuite, donc, on va faire un duplex avec Kenneth Bernard qui attend notre appel à New York. Je tiens à remercier beaucoup Frédéric Martin qui est ici présent, donc éditeur du Tripode et éditeur grâce à qui on a découvert ce livre magnifique, le traducteur du livre qui est là aussi et Lucie qui nous filme aussi pour Lipfly ce soir. Donc je laisse la parole à Laurent qui va nous parler du livre. Alors, je pensais que la meilleure manière de parler du livre, c'était de voir comment le livre se présentait par lui-même. C'est ce qu'en dit l'auteur. Ce qu'en dit, pardon, le narrateur. J'ai décidé, pour me distraire, de rapporter quelques impressions générales de ma vie. Non seulement je me sens soudain seul, mais un ou deux événements se sont produits récemment qui me perturbent. Ils m'ont aussi fait réfléchir aux choses ordinaires. Je suppose que vivre seul n'est pas bon pour moi, tout comme vieillir. Les rares distractions que j'avais ne me satisfont plus. Je vois les gens différemment. À une époque de ma vie où je devrais gagner en sérénité, je suis de plus en plus agité. Je ne me fais pas à mon âge. J'ai une peur récurrente, celle de commettre un acte étonnamment stupide ou imprudent. Je suis trop préoccupé par mes organes. Et j'alterne entre un silence excessif et une volubilité soudaine. D'où ce nouveau projet qui me demandera peu d'application et d'organisation et me permettra de m'étudier sans morbidité. Pendant un moment, j'ai pensé qu'un animal ferait aussi bien l'affaire. Ensuite, j'ai pensé à une pipe, du tabac parfumé. Pour finir, j'ai songé à un programme sportif, des exercices réguliers. Mais rien de tout cela ne correspond vraiment à mon caractère. Contrairement à prendre des notes, pour peu que ce soit sans règle et sans excès de discipline, au gré de mon humeur et où qu'elle m'entraîne. Je crois que je préférerais peindre ou jouer de la musique, car ce sont des activités plus intenses et plus spontanées. Mais je n'ai pas ces talents et ne peux m'amuser à les acquérir. De toute façon, je ne pourrais ni me payer le matériel, ni trouver le temps. Et puis, ce ne serait pas vraiment suffisant. Quelqu'un me verrait, quelqu'un m'entendrait. En dépit de mes jérémiades, quelque chose en moi réclame l'intimité. Peut-être n'est-ce pas tout à fait le mot juste. Il y a en moi une intransigeance, une rigueur de caractère qui exige le respect en même temps qu'elle met en garde. Ne pas déranger. Mon espace personnel, comme le corps d'un lépreux, s'est amenuisé au fil des années. D'une façon ou d'une autre, j'ai été découvert. On a empiété sur mon territoire. La pourriture m'a colonisé. Je cherche désormais à me régénérer. Je veux libérer en moi une petite parcelle, lui rendre son état originel, sauvage et bouillonnant de vie, et l'annexer au domaine de ruines qui me reste. Si je parviens, même de façon brouillonne, à accomplir ceci sans courir de risques inutiles, peut-être pourrais-je encore faire une vraie nation de moi-même. Ce serait une reconquête totalement silencieuse et pourtant héroïque, qui me permettrait de contempler la mort avec le sourire. Pour l'instant, je ne veux pas planter de bannières ni d'étendards éclatants. Je ne veux pas tenir de discours pompeux, mais simplement ménager ma santé et mes forces, cultiver telle une souris, astuce et circonspection. Petits secrets sans conséquence et néanmoins capitaux. C'est, j'en suis soudain sûr, la bonne méthode pour s'échapper du labyrinthe. Oui, à cet instant précis, l'air est plus doux et ma poitrine se gonfle. Même si aucun mot n'en sort. C'est donc l'introduction d'extraits des archives du district, paru aux éditions Attila. Je pense que le livre parle très bien de lui-même, alors moi je vais pas être très long, puis je vais vous en lire un autre morceau que j'adore. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de lire ce livre, au moins de le découvrir, ou que vous l'avez déjà lu. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vais essayer de vous donner un peu envie d'aller plus loin. On peut commencer par des qualités objectives. Il est très court. Et ça, pour moi, c'est une vraie qualité. C'est un livre de très grande sobriété, vous avez noté le style de l'auteur, il n'en fait pas des tonnes.
Et surtout, c'est un bon livre. Alors souvent, dans bon livre, on dit ce que c'est un livre, c'est distrayant. Est-ce qu'on peut dire que Extrait des archives du district, c'est distrayant? En fait, non. C'est pas prise de tête non plus. C'est amusant. C'est assez souvent amusant. Alors des fois, quand vous parlez un livre, on vous dit « l'intrigue, l'intrigue ». Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un peu la question. Que se passe-t-il? Tout le long du livre, finalement, je me suis demandé « que se passe-t-il » Se passe-t-il au moins quelque chose? Vous avez noté, c'est un vieil homme qui raconte sa vie, qui essaye de se libérer de quelque chose. On découvrira un peu. C'est un livre au ras du sol, qui s'attache à des petits détails, à la queue au supermarché, à la poste, aux saltimbanques dans la rue, enfin, ils n'y sont plus. Et puis, assez subtilement, on sent dans ce livre quelque chose, on sent une oppression. Je pense que dès l'introduction que je vous ai lue, on l'entend. Cet homme est limité à son corps, comme il le dit, et oui, peut-être il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas non plus un livre à révélation. Alors, pourtant, voilà, je vous ai dit, c'est pas. Moi, j'ai été tout le temps intéressé, souvent amusé et très souvent inquiet. En fait, j'y ai cru tout le temps. Et ça, c'est la question intéressante. C'est là où on se dit, comment ça se fait que dans un livre comme ça, dont on sent bien, le cadre de couve l'annonce un peu, et puis, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la chronique réaliste, on n'est pas du tout dans, même s'il y a beaucoup de réalisme, comme on en parlait tout à l'heure, on est dans un espace qui est à cheval entre une forme de réalisme très sobre et de l'imaginaire. Comment est-ce qu'on peut croire à quelque chose comme ça? Ce que moi j'ai entendu dans ce livre, c'est l'écho de la vie. J'ai entendu, ça fait partie des livres, en le lisant, je me suis dit, oui, c'est ainsi qu'on pense à la poste ou au supermarché. C'est comme ça, effectivement, qu'on peut regarder ce type dans l'entrée de l'immeuble qui est un peu flippant et auquel on a envie de trop s'approcher parce qu'il pourrait parler trop fort. Et puis, j'ai pensé, c'est ainsi qu'on a peur quand on est faible physiquement. Quand on a le sentiment de ne pas avoir beaucoup de prise sur ce qui nous entoure. J'ai pensé, c'est ainsi qu'on vieillit. Et là où ça devient plus insidieux, et là où le livre est vraiment intéressant, j'ai pensé, c'est ainsi que la société nous pèse. C'est ainsi que le monde nous pèse. Pour moi, je suis écrivain, et les bons livres, c'était quand même un sujet qui m'intéresse. J'aimerais bien en faire un jour. Et je me dis que ce que j'aime dans un livre, c'est le moment où justement, à la fois j'entends l'écho de quelque chose de juste. Je me dis, oui, c'est ainsi. Et où je découvre quelque chose de juste. Ainsi, c'est comme ça. C'est ça le monde. Voilà pourquoi Extrait des archives du district est un bon livre. Et plutôt que de m'entendre en parler comme ça, je vais vous en lire un passage, un peu plus costaud que tout à l'heure, qui est un passage dont on va parler tout à l'heure avec Kenneth Bernard, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-là, qui est au plein milieu du livre, qui s'appelle « Le club d'enterrement ». Comme j'ai atteint l'âge, j'ai rejoint un club d'enterrement. Ce n'est pas aussi lugubre que cela peut paraître. L'accent est mis sur la vie, les bons moments. Bien sûr, le club d'enterrement, qui supplante tous les autres clubs, sections, affiliations, etc., a pour but premier d'assurer à chacun un enterrement décent.
Mais comme il est impossible d'assister, pour ainsi dire, à ses propres funérailles, celles des autres peuvent être considérées avec une certaine nonchalance. La familiarité engendre, sinon le mépris, du moins l'indifférence. Et les périodes entre deux enterrements sont assez gaies, car c'est une mission corollaire des clubs que de fournir à chacun compagnie et distraction jusqu'aux derniers instants. Pour moi, la chose la plus dérangeante est que l'enrôlement dans un club est désormais obligatoire à partir d'un certain âge. Mais en dehors de ce point, tout reste raisonnablement libre. Par exemple, chaque club est créé de la même façon, avec 12 personnes dont les dates de naissance les placent en tête de liste dans leur district. S'il y a plus de 12 candidats, les noms sont choisis au hasard, plutôt que par ordre alphabétique, pour éviter un club dont les membres sont par exemple tous dans la première moitié de l'alphabet. Bien sûr, ça peut se produire même avec une sélection aléatoire. Il n'y a aucune discrimination de sexe, de race, de religion, le cas échéant, de nationalité, de compétences intellectuelles, jusqu'à un certain point, de réussite sociale ou de santé, là aussi jusqu'à un certain point. Et cela est bien agréable. La proximité de la mort semble être le meilleur moteur de la démocratie. Une fois qu'on en a accepté l'idée, le club devient de fait une nouvelle vie, une nouvelle société. C'est une redistribution complète des cartes. Une seconde naissance, et on ne sait pas à quoi s'attendre. Au départ, les clubs étaient plutôt rigides. Leur taille, par exemple, tendait naturellement à décroître, de sorte que ceux qui avaient la chance d'expirer rapidement bénéficiaient d'une audience non négligeable à leur enterrement, alors que les décès plus tardifs ne rassemblaient plus qu'une poignée de personnes, diminuant progressivement jusqu'à la dernière mort solitaire. Certains membres de ces premiers clubs se suicidaient pour fuir la perspective d'un enterrement sans le moindre public. Mais cette situation a été rectifiée. Maintenant, dès qu'un club ne compte plus que 3 membres, ceux-ci sont intégrés à une nouvelle liste en cours de formation. Certains membres particulièrement en bonne santé participent ainsi à plusieurs clubs au cours de leur vie. Ces transferts ont aussi pour effet d'injecter un peu de variété dans ce qui serait autrement toujours un groupe d'âge homogène. De même, à l'origine, il n'était pas question de quitter son club. Un membre voulant déménager pour être plus près d'un enfant ou d'un autre membre de sa famille, disons, était confronté à des problèmes pour sa retraite, sa sécurité sociale et ainsi de suite. Maintenant, on peut remplir un formulaire et après un délai d'environ 6 mois, il est en général possible d'être transféré vers une nouvelle liste si on le désire. Retourner dans son club d'origine demeure par contre difficile, sinon impossible. Un problème particulièrement épineux était celui des membres perdant de leur mobilité ou devenus grabataires. Dans ces cas-là, les réunions devenaient difficiles. Par exemple, organiser toutes les rencontres autour du lit d'un membre en phase terminale était contraire à la vocation sociale du programme, qui est assez bien résumé par le slogan officieux des clubs « Debout jusqu'à la mort ». Ce problème a été résolu. Si un membre n'a pas pu, pour une raison quelconque, assister à un certain nombre de réunions hebdomadaires, il est automatiquement transféré dans un nouveau club dont l'environnement est plus adapté. Il existe donc des clubs dont les membres sont totalement impotents ou dont la mobilité dépend d'une chaise roulante ou dont les facultés mentales sont diminuées. Les subventions de ces clubs sont naturellement plus élevées, en particulier en ce qui concerne les transports, car s'il est une règle stricte commune à tous les clubs, c'est bien d'être présent lors de l'enterrement d'un compagnon de club. Tous les clubs fonctionnent sur le même modèle. Chaque membre apporte une petite contribution chaque semaine. Lors d'un enterrement, les membres encore en vie puisent dans cette cagnotte pour acheter des fleurs, envoyer des cartons, faire passer des annonces et organiser de petites réceptions avec de quoi manger et boire modérément pour célébrer la mémoire du défunt en même temps que la perpétuation de la vie. C'est le budget du comité des enterrements du district, ou le budget général du district, qui prend en charge le coût de l'enterrement proprement dit et des choses comme le foyer du club, lieu de réunion, les excursions, les fournitures, qui varient naturellement selon l'orientation du club, et les tenues, emblèmes et insignes. Ces derniers éléments sont une source considérable d'amusement et d'effervescence. Chaque club, par exemple, se choisit un nom. Mais ce ne peut être un nom déjà utilisé dans le district par un club existant, ni même par un club ayant été actif dans les 10 dernières années. Naturellement, le nom révèle quelque chose de l'esprit du groupe. On trouve ainsi, pour citer quelques-uns de ceux que je connais, les cow-boys, les cosaques, les tisserands, les bulldogs, les reines des abeilles, et mucho machos. Certains individus inusables sont passés successivement des ailes rouges aux moines urbains puis aux grisonnantes, en l'espace de quelques mois, et ce genre de métamorphose donne lieu à de nombreuses blagues clandestines. Quel que soit le logo choisi, le club a le droit de l'arborer sur un nombre donné de t-shirts, blousons, blazers, etc. Bien sûr, quand un club en est réduit à son minimum et que ses membres sont transférés dans une nouvelle unité, tout doit être rendu et bénéficie alors à un autre club de même nom ailleurs. Il arrive que le nom soit si rare, impopulaire ou bizarre, que les chemises et les vestes ne peuvent pas être à nouveau utilisées officiellement.
Elles sont alors bradées au public dans des échoppes spécialisées. Certaines chemises et vestes sont particulièrement prisées par les jeunes gens, et elles donnent lieu, en dépit des tentatives qui sont faites pour l'écraser, à un marché noir florissant. Tout récemment, par exemple, les adolescents ont dépensé des sommes énormes pour des t-shirts aux couleurs de Popsuckers et de Microbia. Comme on en voit plus qu'il n'est possible, on pense que quelqu'un doit en fabriquer en secret. Chaque club élit 2 équipes de 4 cadres pour garantir une continuité. La marche ordinaire du club est ainsi rarement perturbée. Je dis rarement parce qu'il arrive effectivement qu'un club perde 2 présidents, 2 vice-présidents, 2 secrétaires, etc. dans un laps de temps réduit. La mort est parfois trop imprévisible. Il va sans dire que les 4 derniers membres d'un club font tous partie de l'encadrement, et il est tout à fait possible qu'un club de 4 perdure pendant des années avant qu'un deuil ne permette aux survivants de se joindre à un groupe plus important. La présence aux réunions hebdomadaires est enregistrée méticuleusement et des comptes rendus sont rédigés. La présence à d'autres cérémonies est aussi enregistrée sans être obligatoire. De toute façon, la plupart des membres assistent à tous les événements, car un taux de présence élevé donne droit à certains privilèges spéciaux ainsi qu'à une mention spéciale lors de l'enterrement. Par exemple, ceux d'entre nous, c'est-à-dire presque tous, qui vivent dans des logements subventionnés ont droit à des ampoules électriques de puissance supérieure. Pour un lecteur, ce n'est pas un mince avantage. Et puis l'assiduité fait gagner des points, qu'on peut utiliser pour prolonger ses vacances ou obtenir une place à un match de championnat ou bénéficier encore d'autres privilèges ou faveurs. Enfin, les autres membres exercent une pression considérable pour que vous soyez présents. Et en fait, faute d'autres activités destinées à notre tranche d'âge, ça ne coûte pas grand-chose. Sans le moindre doute, il s'agit d'une société en miniature, mais une société malgré tout avec l'essentiel de ses dynamiques, toutes assourdies qu'elles soient. Ce pourrait même être une représentation réaliste de notre monde, une sorte de pyramide renversée, dont l'issue naturelle est une société statique et silencieuse d'un homme seul au fond d'un trou. Une grande partie de l'énergie dépensée au cours des réunions ordinaires est dévolue à la planification des voyages, des activités, des enterrements, etc. Cependant, on nous propose aussi de réfléchir à un certain nombre de thèmes prédéterminés, comme comment améliorer l'environnement ou quelle place donner à l'armement. Nos opinions sont recueillies et communiquées à des niveaux divers et contribuent en fin de compte à un consensus national qui est transmis pour analyse aux fonctionnaires concernés. Nous participons aussi à un certain nombre de symposiums sur des sujets de notre choix. L'année dernière, par exemple, mon club, Les Manchots, a accueilli une discussion dont le thème était « Qui doit nettoyer derrière les chiens ? Comment et à défaut, quelles sanctions appliquer ?» Nous avons aussi fermement soutenu l'organisation de concours de beauté pour les vieux, avec comme résultat que d'autres clubs, notamment les clébards, s'y sont mis et qu'un défilé de retraités a pu avoir lieu dans notre district. Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Évaluer la beauté à un âge avancé s'est avéré être un problème insurmontable. Nous étions par exemple incapables de faire abstraction de critères propres à la jeunesse, comme la fermeté des chairs, la finesse des jambes, la beauté des courbes, la peau lisse, et ainsi de suite. L'idée a aussi été taxée de sexiste, jusqu'à ce que nous fassions clairement savoir que le concours était aussi ouvert aux hommes. Malheureusement, les hommes se sont préparés de telle manière, pomponnés, maquillés, lordoses, etc., que l'étiquette sexiste est restée. L'idée d'organiser des concours similaires pour les phases terminales, les séniles, etc., a été discutée brièvement et abandonnée. Un certain nombre de clubs, dont les membres sont bien portants, participent à des mini-compétitions sportives locales, comme des tournois de jeux de puces en hiver, ou bien de billes, de toupies et de cerfs-volants au printemps, en été et à l'automne. Cela nécessite quelques discussions et un peu d'organisation. Enfin, certains services sont proposés pour satisfaire les désirs personnels de ceux qui sont intéressés et à même d'en profiter. À cet endroit-là du texte s'ouvre une note de bas de page qui fait 2 pages à peu près. Oh, je vais peut-être pas y aller sur la note de bas de page. Alors, il faut absolument pas la louper, c'est un moment clé du livre. Mais voilà, bah, vous devrez le lire. Je termine ce passage-là. Aussi surprenant que cela puisse paraître, étant donné le temps qui est déjà dévolu aux enterrements eux-mêmes, nous discutons sans fin de détails portant aussi bien sur le déroulement que sur la façon de s'habiller, les contributions, la durée, la tenue du défunt, doit-il porter le blazer du club, la vente de ses affaires, au bénéfice du club, de sa famille, du comité, du district, les éventuelles futures références au défunt, les commentaires à laisser dans l'historique du club, purement statistique ou également personnel, et ainsi de suite. C'est un phénomène perpétuel, toujours en mouvement, et d'un intérêt vital pour tous. Je précise qu'il reste encore la moitié du chapitre. Donc ceux qui n'ont pas eu le bonheur de leur sous le club d'enterrement en auront encore.